Là, j'ai des rubriques. Je travaille sur l'agriculture, j'ai des rubriques. Il y a l'alimentation, il y a la reproduction, la commercialisation, etc. J'ai des rubriques. Donc, je sais à peu près quels sont les différents blocs. Et là, quand je vais enquêter, je vais voir l'éleveur, je vais les cadrer dans mes rubriques. Je vais le cadrer. Et de temps à autre, il faut que cet l'éleveur il faut le ramener. Je ne sais pas si les gens ont une petite expérience avec les éleveurs. Je vais aller enquêter un éleveur, quelqu'un. Je pose des questions, comment vous faites ça? يحكي un certain moment يخرج يحكي لك على دارو خالته جارو etc. Non, il faut le ramener. À chaque fois, il faut le remplacer. D'accord? Mais j'ai mes rubriques et j'essaie de les cadrer sur mes rubriques. Là, on gagne en précision. Là, je suis en train de le ramasser. Hein? Tout à l'heure, c'était global. Là, non, une rubrique. J'essaie de gagner en précision. Je vais essayer de le ramasser pour يحكي لي على l'alimentation. ما تحكيليش على خضر. ما تحكيليش على la reproduction, على هذه. لا احكي لي على l'alimentation. J'ai mes rubriques. D'accord? J'essaie de le ramasser. Et je gagne en fiabilité de l'information et sa précision. Je gagne en précision. D'accord? Alors, pour l'autre qui est direct et ouvert, là, on commence à se ramasser, à se recentrer. Là, on a des questions. Hein? Tout à l'heure, je disais sur l'élevage. Ensuite, les rubriques, je parlais sur l'alimentation. Maintenant, je dis comment vous faites l'alimentation. Quel produit, comment vous lui faites. Hein? Qui va se concentrer. D'accord? J'essaie de me ramasser. Et à chaque fois, je gagne en précision. Là, je me laisse me raconter des choses uniquement sur l'usage du concentré. D'accord? J'essaie de me ramasser. Et la troisième, alors là, c'est vraiment cadré. L'éleveur n'a pas trop de choix. Hein? On le ramasse, les questions, les réponses. Le choix des réponses, jamais. Vous choisissez parmi les réponses. Il est fermé. On appelle ça un questionnaire fermé. D'accord? Là, vous avez des réponses et vous avez des questions et à côté, vous avez les réponses. Ce genre de questionnaire, souvent, il est fait quand on a fait le premier, un travail global. On essaie un petit peu de dépoussiérer, on essaie de nettoyer notre travail et on rentre en précision. On va aller de précision à précision, là où on sait ce qu'on fait, et du point travail, on étudie des questions très précises. Parce qu'auparavant, on a fait tout un travail sur les réponses probables que pourrait donner notre éleveur. D'accord? En général, c'est des travaux qui sont très serrés, très précis, et qui vont bien sûr aboutir. Souvent, l'échantillon est très très grand. Et qui seront utilisés dans le cadre de la modélisation. D'accord? Bien. Alors, type d'analyse, bien sûr. Deux gros blocs. C'est le descriptif, les analyses descriptives, et puis les analyses explicatives. Alors, pour les analyses descriptives, donc en général, la moyenne, c'est des fréquences, etc., c'est des diagrammes, etc. On essaie de décrire. C'est très important. La description de vos données, la description de votre démarche, la description de certains résultats, etc. C'est extrêmement important. Alors, vous aurez donc une image, contexte de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? J'aurai cadré tout mon travail. Je commence déjà par décrire. D'accord? Avant d'aller vers l'explication. Alors, pour ce qui est de l'explicatif, souvent, on a affaire déjà, le plus souvent, on essaie d'étudier l'effet significatif. Des virus ou des bactéries, j'essaie d'appliquer un traitement, j'essaie de voir, vous
plusieurs traitements et j'essaie de voir quel est le plus significatif que l'autre. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la significativité. D'accord? Donc, effet significatif. Mais à ce stade-là, on n'arrive pas à quantifier cette significativité. D'accord? On n'arrive pas à la quantifier. Donc, c'est juste, je fais une variance, j'explique, un effet significatif sur ça. Souvent, c'est ce que vous faites. D'accord? Là, parce que l'usage de certaines variables très réduit, en général. D'accord? Bien sûr, soit qualitatif, soit quantitatif. Ok? Alors, on a une autre type, c'est la modélisation. Ce qui est en vogue. Sachez que la modélisation consomme beaucoup d'informations. Là, c'est juste quelques types de modélisation. Ça consomme énormément d'informations. Hein? Et l'échantillonnage il faut que ça soit très important. Je ne vais pas dire 100, 200, 300 ou il y a 50, 60. Il faut qu'il soit important. Pourquoi? Déjà, il y a des règles strictes d'échantillonnage. قال لا لازم 80 ماشي 81 علاش درت 80 pas. Ce qui existe par contre dans le cas des modèles, c'est de vérifier la puissance. Hein? On vérifie la puissance de fiabilité de votre modèle. Ça existe. On peut vous dire, ah oui, c'est à l'intérieur. Alors, vous prenez n'importe quel modèle, et à l'intérieur du modèle, il y a des tests de puissance. N'importe quel modèle, et n'importe quel logiciel. Il y a des tests, là on clique, il y a des tests, on appelle tests de puissance, vérification des tests de puissance. D'accord. Et à ce moment-là, vous aurez des résultats en fonction du modèle utilisé. Est-ce que votre modèle est fiable? Est-ce qu'il y a une puissance assez fiable ou pas? On vous le dit, mais on ne vous dit pas ashhal lazimkum dans l'échantillonnage. D'accord? C'est le test. Pourquoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est rien. Hein? Il essaie de voir les erreurs des variances de vos individus. Les erreurs de variance, avec les écarts entre les individus, cette erreur de variance, s'il est petit, donc il y aura une égalité de ces erreurs. Donc c'est bien. Mais si l'erreur de variance entre les individus est importante, le modèle ne va pas tourner. Non, c'est pas ça. Et du coup, il faut augmenter le nombre d'individus pour baisser cette erreur résiduelle. D'accord? C'est-à-dire, il y a la règle. On augmente le nombre d'individus et on fait baisser l'erreur résiduelle. Souvent, dans les panels, par exemple, vous allez voir des résultats. Ils vous disent qu'on a enquêté 2000, on a enquêté 20 000, les sondages 10 000, 15 000. On réduit l'erreur. L'erreur, on essaie de la réduire. D'accord. Mais les modèles, on vous donne la puissance. Quand c'est puissant, ça veut dire que votre modèle il est fiable. C'est bon. Et s'il n'est pas puissant, vous avez un problème, l'erreur. Hein? Donc, il est important et du coup, vous êtes obligé soit d'adopter votre modèle, soit d'augmenter. Et du coup, je reviens de l'Ouïga. On ne fait jamais un échantillonnage, il a mal à la neige, quel test à faire. Je répète, on ne fait jamais, on ne procède jamais une méthode d'échantillonnage si, au préalable, je ne sais pas quelle analyse à faire. Attention. Attention. Et là, souvent les étudiants ils tombent dans des soucis, ils viennent me voir et ils disent une base de données, ils disent c'est un souci. C'est un souci. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me basais sur la bibliographie. Que font les gens dans notre domaine? Quel est le type d'échantillonnage? Quel est le type de test? Quel type de collecte d'informations? Je dois au préalable avoir un protocole. Je sais comment le faire, je sais comment collecter et je sais quel type d'analyse demander. Faites attention. D'accord? Déjà? Très bien. Je vais essayer de vite.
Les gens commencent à se fatiguer des fois. Je vais aller. Alors, on a aussi les types de tests paramétriques et non paramétriques. Il y a plusieurs tests, c'est des tests qui se basent en fait sur une différence. Alors, je cherche paramétrique et non paramétrique. En fait, les tests paramétriques ont une condition. Les conditions, c'est quoi? C'est avoir une hypothèse. Il faut que ça suit la loi normale. D'accord? Il faut que ça suit la loi normale. Il ne suit pas une loi normale. La nature est faite de phénomènes qui ne suivent pas la loi normale. Beaucoup de phénomènes que les étudiants ne suivent pas. Qui va choisir? Alors là, les scientifiques ont réfléchi à ce genre de phénomènes. Il y a des tests non paramétriques. On n'a pas besoin qu'il faut une loi normale ou non, rien. J'applique carrément. Je n'ai pas besoin de voir le type de taille de l'échantillon. Non. Mais ça, pour à ce moment-là, on perd de fiabilité. Je connais le test paramétrique ou la non paramétrique. Moi, ce que je dis souvent, faites les choses de cette manière. Si vos résultats suivent la loi normale, vos données suivent la loi normale, faites les tests paramétriques. S'ils ne sont pas, donc ils ne suivent pas la loi normale, essayez de transformer vos données en log 10 par exemple. Quand on transforme nos données, l'histoire de l'erreur contre l'individu, d'accord? Et l'hypothèse, donc, qui existe, on peut soit la vérité ou l'erreur. Mais maintenant, même si vous transformez vos données, ça ne donne rien. À ce moment-là, on passe au dernier. Ok les gens? Donc, essayez d'avoir cette démarche scientifique, cette rigueur scientifique. Vous pouvez faire ça? Ok, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas, j'essaie de transformer mes données. Je n'arrive pas à avoir des données parce que j'ai dit que la nature, c'est un phénomène vraiment aléatoire, etc. Je passe à ça. Et vous constatez que les tests Halo, c'est, si vous voulez, c'est les mêmes, c'est des tests, on va dire, qui s'accordent au même test Halo. D'accord? C'est les mêmes, pratiquement. Alors, on arrive à la phrase. Les analyses multidimensionnelles. C'est quoi les analyses multidimensionnelles? Les analyses multivariées. C'est quoi? Là, c'est quand on passe à plus de 3 variables. 3 et souvent plus de 3 variables. Là, c'est quand on essaie de combiner plusieurs variables. Je veux, par exemple, étudier l'effet de l'alimentation, l'effet des pratiques, l'effet sanitaire, l'effet à la production de lait, par exemple. D'accord? J'ai envie de voir l'effet de tel type de, je sais pas, d'antigène, tout ce qui concerne les virus, etc., sont à la température. J'essaie de combiner plusieurs variables pour expliquer un phénomène. Là, je vais utiliser l'analyse multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est parce que vous pouvez avoir à utiliser plusieurs dimensions. Dimension, c'est quoi? C'est facteur. Quoi? C'est composant, les axes. D'accord? On peut avoir des axes comme ça, mais on peut avoir 3 axes. Moi, je vous conseille toujours de rester au niveau de 2 axes. D'accord? 2 axes, c'est plus lisible. 3 axes, c'est compliqué. D'accord? Alors, l'analyse multidimensionnelle, elle arrive à me ramener ma réalité, la réalité existante, elle va la ramener vraiment à une réalité en 2 axes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la réduction. On réduit la réalité, on réduit la réalité, on la ramène, on la réduit, et on va la voir sur seulement 2 axes. Je fais l'élevage apicole, je fais une analyse d'une ACP par exemple,
Analyse en composante principale qui utilise principalement des données quantitatives. Je vais analyser tous mes élevages donc avicoles, je vais les ramener juste à deux axes en disant tous les élevages de la région de Bouira, ils sont structurés de tel. Quel est l'objectif de cette analyse multidimensionnelle? C'est de faire des typologies. Des typologies, ça veut dire quoi? C'est des groupes qui sont à l'intérieur, donc homogènes. On le fait de l'élevage, on le fait dans la virologie, on le fait en écologie, etc., etc. On essaie de regrouper des individus qui ont les mêmes caractéristiques. D'accord? C'est-à-dire homogènes. Vous voyez? Et du coup, je pourrais réduire la réalité terrain, je vais la réduire uniquement à cette situation. Au niveau de Bouira, j'ai fait une analyse de les types d'élevage. On a les grands élevages de temps à temps, on a les moyens de temps à temps, on a le soir, on a les... Vous voyez un peu? On essaie de réduire notre réalité. Du coup, on a ce qui est variable quantitative. Donc, on a la CP par exemple, c'est la plus utilisée. Et on a les variables qualitatives. Ce qu'il faut savoir, c'est pour les variables, pour la CP par exemple, là où on utilise les variables quantitatives, on appelle ça, c'est des analyses à approche optimiste. Des analyses à approche optimiste, ça veut dire quoi? C'est des analyses qui ont besoin de beaucoup d'informations. Quand je dis beaucoup d'informations, ce n'est pas beaucoup d'individus. C'est l'information, c'est la variance totale. Quelle est la quantité d'informations que mon logiciel va exploiter? Quelle est la quantité d'informations que mon logiciel va tourner, avec laquelle il va tourner, il va me donner les groupes théoriques. D'accord? Et du coup, vous aurez donc la variance totale. Faites attention, c'est extrêmement important de calculer la variance totale. La variance totale, c'est quoi? C'est la quantité d'informations que mon modèle ou le logiciel va utiliser. L'analyse. C'est la quantité d'informations. Ok? À ce moment-là, vous allez me dire, 70, 80, 90, etc. J'ai dit que c'est une analyse à approche optimiste, donc il y a besoin de beaucoup de variance. Variance cumulée, hein? On a besoin de beaucoup de variance. Eh bien, je vais vous dire, oui, c'est là c'est différent. La différence, elle est relative, mais cette différence existe dans les différents domaines. Les différentes spécialités, c'est-à-dire, on va dire, c'est à dire d'expert. C'est à dire d'expert. Mais il n'y a pas une règle qui dit que 60 ou 70%. Mais dans les domaines, il y a des experts qui ont fait plusieurs tests, etc. Et ils ont démontré, dans mon domaine à moi, il me faut plus de 70. Dans notre domaine, par exemple, de production animale, je doute fort quand vous avez moins de 55, 60, moins de 60, franchement, c'est pas. Il faut revoir un petit peu vos variables. Il y a eu des gens qui sont venus me voir, j'ai fait une analyse, j'ai trouvé 36. Et j'ai dit, écoutez, 36. J'ai eu la réflexion, j'ai mis les articles de pointe dans l'intérieur. Il vient, il me ramène 5 ou 6 articles. J'ai dit, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, 45, 46, c'est très faible. Mais c'est suffisant pour vous. D'autres domaines, vous disent entre 40 et 60, c'est bon. D'autres domaines, ils vous disent, non, il faut que je dépasse 90. Il faut que je dépasse 90. Donc, c'est en fonction du domaine. Hein, et à titre d'expert. D'accord? C'est important. L'autre, c'est l'analyse en utilisant des variables qualitatives et quantitatives. On essaie un peu d'utiliser les deux. C'est des types d'analyse. Là, c'est différent. Pas ACM, l'analyse en composante multiple. On appelle ça un type d'analyse à approche pessimiste. Pessimiste pourquoi? Parce que notre ne pas conclure. C'est une variance de 10, de 8%, 9%, c'est suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup d'informations. Alors,
la combinaison de ces types de variables me permet, elle me garde, qu'est-ce qu'il faut en fait? J'ai passé outre un élément. Alors, là, par exemple, on a CP. C'est quoi analyse en composante principale? La forme de le modèle là, quand il collecte l'information, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'axe 1. Il n'a quelle information il va passer à l'axe 2. Et vous avez en histogramme, en général en ACP, vous avez un histogramme comme ça. Parce que le modèle humain, en ACP, il exploite toutes les informations de l'axe 1. Ensuite, il passe à l'axe 2, qui va aller à l'axe 3 jusqu'à la totalité de l'information. C'est un peu différent. La formule de l'acquisition d'informations est un peu différente parce qu'on a les relations entre les modalités. Ça complique les choses, du 1, mais de 2, elle me permet de collecter l'information la plus importante. Parce que l'information la plus importante, c'est elle qui va dominer l'information qui n'est pas importante. Et vous allez dire quelle est l'importance? C'est à moi de décider en faisant entrer les variables. Elle est importante, elle est moins importante, etc. Il y aura un classement. Donc il y a une différence. Et là, je dis que c'est vraiment pessimiste, ça veut dire que j'utilise moins de quantité d'informations. Ces variables-là, ces analyses-là, me permettent quand même de dire que tel type d'analyse ou tel type d'analyse, tel type de variable, quand même, je peux classer, indirectement, je peux classer les effets des variables sur la variable terrain. Et je vous remercie de m'avoir supporté pendant. Merci. J'espère que vous allez profiter. Ah oui.
professionnelle esthétique des applicateurs et celui de certaines pathologies telles que le Parkinson, le cancer de prostate, le cancer qui les concerne aussi. Et ils sont également sur l'exposition in utero et comme dans la prise en France entraîne un effet négatif sur le développement de l'enfant. Si on passe à la population générale, chez la population générale, l'alimentation est considérée comme la principale voie d'exposition à la l'hépatite, c'est-à-dire les fruits, les légumes, etc., les produits transformés, les produits végétaux. Toutefois, les études épidémiologiques menées chez la population générale présentent de nombreuses limites, car les conséquences à l'exposition chronique apparaissent souvent après plusieurs années. Donc, le lien causalité pesticides-maladie est difficile à démontrer. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de connaître l'état de contamination des aliments par les pesticides à travers une recherche multirésidue qui concerne les légumes et les céréales. Et dans un deuxième lieu, de faire une évaluation de risque d'exposition chronique et aiguë pour la population générale. Donc, en matière de méthode, les échantillons épidémiques céréales, on a utilisé 84 échantillons pour les légumes. On a utilisé 160 échantillons. Donc pour l'échantillon a été fait pour les grains céréales à partir de l'ASC, c'est cette conclusion. L'hyperanalyse semoule serait scientifiquement collectée qui manipule les légumes directement à partir des marchés. La méthode d'extraction utilisée, c'est la méthode la plus utilisée actuellement, c'est la méthode de chasse. Pour les céréales, a été modifiée par rapport à l'ajout de l'eau. Cette méthode a été développée initialement pour les fruits et légumes qui sont riches en eau, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de l'eau. Pour les céréales, on ajoute de l'eau, donc cette méthode est basée sur l'extraction monophasique par l'eau et la sécurité, suivie par une partition liquide par le MGC4 industriel. Donc, la pollinisation a été utilisée par les HPL dispersifs de type PSA et l'identification a été faite par méthode d'environnement gaz couplé à l'ordonnance. Les molécules retenues, il y a 11 molécules, donc 6 insecticides, 3 herbicides et 2 fongicides. Les insecticides sont ceux les plus utilisés avec un phénomène d'acétyltricinamycine, chlorpyrifos et pyrifos. Donc, pour la méthodologie, sur l'appareil qu'on a utilisé pour la quantification, c'est une GCMS de schéma avec une utilisation de commande capillaire. Les conditions, c'est le programme thermique utilisé, pour l'évaluation de risque, donc là on a fait l'évaluation de risque à court terme et à court terme, l'évaluation chronique, c'est-à-dire à long terme, des pesticides, elle est quantifiée, c'est-à-dire par le calcul de l'apport journalier estimé. Cet apport est calculé par
analysés sont contaminés, alors que seulement 32% des légumes sont contaminés. Le tableau suivant présente les pesticides rencontrés avec les échantillons positifs et les dépassements des alamères. Les alamères sont les limites maximales en résidus acceptés. Donc on retrouve le résidu le rencontré, c'est l'indacéalutrie. On a 63 échantillons positifs, mais 4 cas seulement de dépassement d'alamères. En deuxième position, on trouve méthalaxite avec 37 échantillons positifs et 4 cas de dépassement d'alamères. En troisième position, il y a 35 échantillons et 12 cas de dépassement d'alamères. Et puis la deltamine avec 10 échantillons positifs et le méthalaxite avec 11 échantillons positifs. Les fruits les plus contaminés, on trouve nectarine fraise avec 100% de contamination. Pour la nectarine, il y a 54 dépassements d'alamères. En deuxième position, dans les pêches, 75% contaminés, les raisins, 70% contaminés, voire 66% contaminés. Les pommes, c'est contaminés avec 10% de dépassement des alamères. Les légumes les plus contaminés sont les pommes de terre et en deuxième position, les tomates. On passe maintenant, est-ce que ces doses-là, ces dépassements d'alamères ont une signification pour l'exposition et l'exposition à l'interne par terre? Donc on va, le tableau suivant résume pour chaque pesticide rencontré, c'est-à-dire l'apport journalier estimé, qui a un indicateur qui est l'indicateur de l'intoxication chronique, et les aliments, les principaux aliments contributeurs à l'apport journalier estimé. Et on retrouve également les aliments qui représentent un risque aigu, c'est-à-dire qu'ils ont une intoxication aiguë. Donc, si on trouve que l'apport journalier estimé pour les pesticides recherchés dans cette étude, on trouve qu'il y a 3,59 microgrammes de pesticides ingérés quotidiennement par l'hexagénaire par kilogramme de poids corporel. Le pesticide qui contribue le plus de rapport, on trouve le pyrimidine pour les résidus dans le blé. C'est-à-dire le blé, il y a plus contribué, plus d'apport journalier en pesticide. Deuxième position, on trouve le chlorpyrifos. La contribution est par rapport aux pommes, les raisins et pommes de terre. Pour les aliments qui représentent un risque aigu, on trouve un risque aigu par rapport au chlorpyrifos pour sa consommation dans les pommes, poires, pêches, raisins, nectarines, pommes de terre. Et on trouve un risque pour la lactacéalutrie liée à sa consommation dans les pommes. Et pour troisième résidu, c'est la deltamine impliquée des intoxications qui peuvent être impliquées des intoxications aiguës dans les poires et pommes. Donc on passe à la discussion. Donc d'après ce tableau, il l'apport journalier par rapport au tableau d'apport journalier estimé. Dans le cas pyrimidose multiple, qui contribue plus à l'apport journalier estimé. Donc son apport est élevé, n'est pas dû à un dépassement d'alamère, mais dû à la consommation élevée de blé oragéré. Donc, comme recommandation, on recommande de diminuer l'alamère de 5 jusqu'à 2. Pour les farines, il faut adopter un alamère de 0,4 mg par kg au lieu de 2 qui est adapté. Pour le chlorpyrifos, le niveau d'exposition chronique élevé est dû au niveau, c'est-à-dire des résidus, les échantillons dépassent des alamères. Donc, comme recommandation, on demande de réviser les délais avant récolte, culture par culture. Ils doivent être assez longs pour permettre la dégradation des résidus. Limiter l'utilisation de cet insecticide sur quelques cultures suivantes, mais pour certains usages qui garantissent le délai avant récolte, comme par exemple les traitements d'hiver, les traitements avant exemple. Mettre en place un dispositif de contrôle à l'utilisation pour le respect des contrôles.
pesticides pour s'assurer du respect de l'air. En conclusion, pour résumer, notre étude a été effectuée sur 60 échantillons de publics. La première étape, échantillon céréales. La recherche a concerné 11 pesticides. Les résultats montrent que 57,7% des échantillons de fruits et légumes à 102% des échantillons céréales sont contaminés par au moins un résidu de pesticide. Les résidus de pesticides les plus rencontrés sont chlorpyrifos, virinifos, la deltamethrin, la cyperméthrin et la lambda-scaltrine. Le taux d'évasion des alamères est de 12,5% dans le cas des fruits et légumes et 4,8% dans le cas des échantillons céréales. L'évaluation de l'exposition mécanique montre un risque potentiel dû au pyrénéphos lié uniquement à sa consommation dans le blé et un risque potentiel dans le chlorpyrifos lié à son utilisation dans plusieurs denrées alimentaires. L'évaluation à court terme montre un risque aigu pour le chlorpyrifos associé à sa consommation dans les pains, poivre, raisins, pêche, pommes de terre, pour la deltamethrin associée à la consommation du pain de bois, pour la lambda-scaltrine associée au pain. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, madame. C'est des chiffres un peu. C'est la réalité. Oui, malheureusement, dans la semaine de l'amitié, chaque fois que l'occasion se présente, je vous remercie énormément. C'est encore une fois, je dirais, une sonnette d'alarme, notamment parce qu'il y a des gestes des fois tout simples, vous l'avez bien dit, c'est les délais à la récolte. Mais me direz-vous, le SGAT c'est bien mieux, est-ce que ça va baisser autre chose? Voilà, donc nous allons continuer avec le docteur Abdelli qui va nous replonger dans les statistiques. Donc, cette fois, il va nous parler de la méta-analyse. Donc, les sciences, la science, et notamment les sciences agronomiques, vétérinaires, biologiques et de médecine, sont constamment confrontées à une quantité grandissante des articles. Ces articles sont en général différents, voire contradictoires d'un article à un autre. Une lecture critique sous forme statistiquement bien faite sous forme de méta-analyse est avérée indispensable pour évaluer les résultats, scientifiquement les résultats de ces études. D'ailleurs, dans la médecine, il y a une nouvelle discipline qui a été créée, ce qu'on appelle evidence-based medicine, où les évidences basées sur les preuves en médecine, la méta-analyse prend un poids très important dans l'approche conceptuelle de ce concept de base qui est l'evidence-based medicine. Donc, en effet, la méta-analyse se trouve au sommet de la pyramide par rapport aux autres tests statistiques, grâce à son poids statistique élevé et grâce à son exhaustivité. La méta-analyse est un rassemblement de plusieurs études qu'on analyse à nouveau à l'aide d'un outil statistique, permettant d'élaborer une connaissance globale sur un sujet.
sa puissance statistique. En outre, la méta-analyse renseigne sur la générabilité des résultats des différentes populations. Ces objectifs visent notamment à donner un portrait global sur les données grâce à plusieurs recherches. Combiner les résultats de plusieurs recherches en fournissant ainsi un résultat facilement généralisable et finalement combiner des études à petite échelle en leur donnant un gros poids statistique. Malgré tout cela, la méta-analyse a des limites ou des inconvénients. Et notamment, elle ne tient pas compte que des études qualitatives. Autre limite, elles peuvent tenir compte que des études ultérieures permettant un regard rétrospectif et pas prospectif, comme les modélisations à la base de simulation. Dernier inconvénient, le résultat de la méta-analyse dépend de la qualité méthodologique des études primaires, des études sources, selon le principe garbage in, garbage out. Ces étapes pour réaliser la méta-analyse, et ces étapes sont en général applicables pour toutes les méta-analyses. La première étape, c'est une étape cruciale qui consiste à formuler une question qui est hypothétiquement fondée sur des preuves manifestes pour faire la méta-analyse. Deuxième, c'est lancer une recherche méthodologique dans les bases de données scientifiques ou les moteurs de recherche scientifiques tels que le Google Scholar et PubMed. Troisième étape, c'est de lire attentivement les résumés et les articles, en mettant en place préalablement un plan pour extraire les données, par exemple, pour faire exclure ou sélectionner les articles, par exemple, l'article n'est pas pertinent pour la méta-analyse, l'article ne contient pas une population pertinente, l'article ou la méthode statistique de l'article n'a été pas bien faite. Et à partir de ces critères, on va sélectionner un certain nombre des avis à être inclus dans la méta-analyse. Quand vous voyez dans ce schéma de Prisma que le nombre des études au moment du début de la collection a été 285, a été diminué jusqu'à moins de 50. Autrement dit que dans 285 études sélectionnées, que 47 études a été éligible d'être incluses dans la méta-analyse. Après avoir achevé cette étape et déterminé un certain nombre d'études, il faudra extraire des données ou des renseignements essentiels à être appliqués dans la méta-analyse. Par exemple, à titre d'exemple, le nom de l'auteur et le titre de l'article, le nombre des échantillons, le nombre des participants qui ont été appliqués ou qui ont été faits au niveau des articles, la méthode statistique, l'intervention, ainsi les facteurs susceptibles responsables d'une hétérogénéité entre les études. Ces informations doivent être par la suite saisir dans un tableau Excel ou dans une base de données Excel afin de vérifier s'il existe un duplicata, si les informations sont justes, la manière d'écrire le virgule et le point, surtout quand on travaille avec un logiciel comme le R, et finalement on fait des analyses statistiques proprement dites. Pour réaliser cela, une attention supplémentaire est nécessaire de porter sur le type de données. On a deux types de données, les valeurs contenues sous forme généralement de moyenne plus écart-type ou erreur standard, ou des critères binaires ou dichotomiques, cas positif, négatif, ou malade, non malade. Notre première approche statistique est de calculer l'ampleur de l'effet. Il y en a deux types de valeurs, comme on a dit. Les valeurs continues, l'ampleur de l'effet sous forme de la différence de moyenne. Quand il s'agissait des critères binaires, notre ampleur de l'effet et le odration, le risque relatif et le hasard passif. Ainsi, nous devons calculer la variance à partir de l'erreur standard, de l'erreur type par rapport au nombre des individus. L'intervalle de confiance également doit être calculé et finalement on calcule le poids qui est l'inverse de la variance.
de telle sorte qu'on va répondre aux ces questions. Est-il l'effet ou l'effet est-il significatif? Alors, un test d'association. Deuxième question, quelle taille a-t-il? Autrement dit, quel est l'effet estimé ou l'effet sommaire de ces études, ou l'effet global? Et finalement, cet effet global ou cet effet sommaire est-il constant d'une étude à l'autre? Et ici, on vérifie ça par le test d'hétérogénéité. Cela suppose une hétérogénéité, autrement dit, une incohérence entre les ampleurs de l'effet de chaque étude. C'est-à-dire que les études proviennent de populations différentes. En revanche, en homogénéité suppose que les études proviennent de populations, de populations homogènes. Et grâce à cette hétérogénéité, on va décider quel modèle qu'on va estimer l'effet sommaire, soit par un modèle fixe ou un modèle aléatoire, à effet aléatoire. Le modèle à effet fixe suppose que les études proviennent de la même population et que la différence entre les études due seulement à une erreur d'échantillonnage, alors que l'effet aléatoire suppose que la population ou que les études proviennent des populations différentes et que la différence entre les ampleurs de l'effet est due à la fois à une erreur d'échantillonnage et à une véritable différence entre les études. Une présentation graphique peut résumer les informations qu'on a citées. C'est la présentation, c'est le graphe de Forrest-Spot. On peut remarquer donc ces segments horizontaux, donc qui est l'intervalle de confiance. Au centre, c'est l'ampleur de l'effet de chaque étude. La ligne verticale permet de conclure ou d'exclure un effet significatif. C'est la même chose qu'en la régression logistique. C'est le même Forrest-Spot qu'on trouve dans la régression logistique. Et quand l'intervalle de confiance coupe ou croise cette ligne verticale, on rejette un effet significatif de cette étude, comme l'étude 8. Les carrés au centre représentent le poids qui est inversement proportionnel à la taille, à la variance de l'étude. Lorsque la variance de l'étude est très grande, la précision de cette étude est faible et en effet, son poids est élevé. C'est le cas et par conséquent, l'intervalle de confiance de cette étude, on le trouve très large. C'est le cas de l'étude numéro 2, numéro 5 et numéro 1, qui contribuent faiblement à la méta-analyse. Au contraire, les études numéro 8 et numéro 2, numéro 3, contribuent énormément à la méta-analyse. Le losange en bas représente l'effet sommaire de la méta-analyse. Lorsqu'il y a une différence importante entre les études, où les études sont hétérogènes, et qu'on vient de déterminer les caractéristiques de chaque étude qui pourraient expliquer la dispersion de l'effet sommaire. Toutefois, il est important d'identifier les variables modératrices processueuses, autrement dit, les facteurs responsables de l'hétérogénéité entre les études. En telle sorte, on va regrouper les études en groupes homogènes et on recalculer de l'autre fois notre effet sommaire de chaque sous-groupe. Par cette équation, où le lambda 0 représente l'effet attendu lorsque le modérateur est égal à 0, lambda 1 c'est l'effet attendu, l'effet fixe attendu lorsque le modérateur est différent à 0, et bien sûr plus l'erreur aléatoire. Ainsi, il existe plusieurs outils de diagnostic de la sensibilité de méta-analyse. La majorité de ces outils, ce sont sous forme des représentations graphiques qui vérifient le biais de publication. Comme celui-là, c'est un graphe de Kuhn-Plot ou plot en entonnoir. Dans ce graphe représente l'ampleur de l'effet par rapport à l'heure des standard. On doit vérifier dans ce graphe la dispersion symétrique des études.
lorsqu'il y a une valeur, une étude aberrante comme celle-là, il fallait d'éliminer cette étude et revérifier notre méta-analyse. Ainsi, il existe plusieurs logiciels statistiques pour réaliser une méta-analyse. Il s'agit soit des logiciels multivalents, comme le cas de SAS et de SPSS, soit des logiciels spécialement conçus pour la méta-analyse, comme le cas de Comprehensive Meta-Analysis au Cochrane RAM. D'après tout cela, nous pouvons conclure que la méta-analyse semble être un moyen simple de tenir compte plusieurs études indépendantes. Ainsi, il représente un intérêt certain pour la recherche grâce à son poids statistique. Il est aussi une source incontournable d'informations en matière scientifique, surtout pour nos doctorants algériens, qui leur offre une grande chance de publier dans un journal scientifique important, sans avoir besoin ni de laboratoire, ni de placement, ni de matériel de laboratoire. Il se fait juste une bonne question pertinente, un accès au journal et surtout une bonne maîtrise des statistiques. Et pour ceci, je vous remercie pour votre attention. Il faut une bonne maîtrise des statistiques. Voilà. Donc, les statistiques, vous êtes bien placés pour le savoir. Sans statistiques, on ne peut pratiquement rien faire. Je vous félicite pour votre présentation. Je pense qu'on va, dans les prochaines années, on va parler beaucoup de méta-analyse, parce que plus les articles s'accumulent, plus on aura besoin de méta-analyse, et donc on aura besoin de méta-analyse certainement. Voilà. Je pense donc que selon le programme qui m'a été donné, donc on peut ouvrir un débat par rapport à la communication de ce matin. Bon, je ne sais pas si on va inviter les communicants, on les invite donc à venir ici. Et bien sûr, à l'assistance, c'est l'occasion de poser des questions, notamment nos doctorants. Profitez. La deuxième question, y a-t-il une méthode précise pour déterminer la taille de l'échantillon? Précise. La troisième, c'est dans le cadre des analyses multivariées. Quel est le plus petit inertie qu'on peut considérer comme étant représentatif de l'information? Une autre question, dans le cas d'une enquête, finalement il y a dans le cas d'une enquête, qu'il est, notamment dans le cas des questionnaires, quel est le nombre
le questionnaire que je peux considérer comme étant représentatif pour la population requise. Non. Non. Le nombre de questions. Vous avez parlé de la représentativité, d'élargir 1200 pour réduire les quartiers vers les erreurs et ainsi de suite. Mais y a-t-il un pourcentage de la population que je peux considérer comme étant représentatif? Merci. Merci. Vous avez parlé sur un sur-échantillonnage. Vous savez, dès que vous augmentez le nombre d'individus, sachez que l'erreur, automatiquement, s'efface. Donc, le terme sur-échantillonnage, c'est beaucoup plus, c'est les économistes qui l'utilisent là. C'est quelque part, c'est comme si je perds de l'argent, un gaspillage, je perds de l'argent, je sors, etc., sachant que ensuite le résultat ne changera pas beaucoup. D'accord? Mais c'est en termes de moyens. Donc vous allez dépenser plus. Mais réellement, sur un échantillonnage sur le plan technique, au contraire. Si vous pouvez répéter ça, etc., c'est encore meilleur. Donc, il n'y a pas vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille de l'échantillon est relative. Je vous ai dit qu'il est relatif. Il n'y a pas une règle très précise de dire il a 70, il a 80. J'ai dit c'est très relatif et c'est très lié aussi à les guides d'experts. D'accord? Je ne sais pas, je vais citer un exemple. M. Kadir va m'aider, mais en cas de digestibilité, il faut combien? Pas moins de 36. Voilà, pas moins de 3. Minimum 10. Pourquoi c'est pas minimum 9? Voilà, pourquoi c'est pas 11? J'ai dit, c'est à dire d'expert. C'est pas spécifique. Comment? Le protocole. C'est ça, oui, mais le guide d'expert, c'est le protocole. Et là, il y a eu des gens qui ont fait ces études, qui ont refait ces études et qui ont trouvé que le résultat en lui-même ne change pas. Donc, on maintient un protocole. D'accord? C'est pour ça que je dis à guide d'expert. Le protocole, c'est déjà fait. Mais sinon, il n'y a pas une règle précise qui dit que, ah non, il faut 38, mais j'ai 37. Pourquoi mais j'ai 39? C'est relatif. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours se référer aux résultats antérieurs, bien sûr, des travaux par exemple. Vous avez vu sur la variance totale, je vous ai dit que les approches pessimistes et optimistes sont différentes. Souvent, quand il s'agit d'analyse qualitative, là, on utilise des variables qualitatives et quantitatives. Souvent, ils vont dépasser les 8-9%. Il faut les dépasser. Pour ce qui est de la question de taille, il y a une règle qu'on applique. C'est la règle de 10%. De 10%. Oui, de 10%. Mais attendez, c'est pas bon. Quand vous allez enquêter, vous avez une dizaine d'exploitations, on a une dizaine d'animaux, on a une dizaine d'unités à enquêter. 10, vous avez enquêté une? À votre avis, c'est ça, j'ai appliqué 10%. Et 10% aussi s'applique quand il s'agit de populations assez relativement importantes. Dans certaines situations, on peut estimer la taille de la population. Dans certaines études, on ne peut même pas connaître la taille de la population. C'est un des grands problèmes. Quand vous n'avez pas le grand thème, c'est difficile ensuite de limiter votre NI. À combien vous avez enquêté à ce moment-là? C'est difficile, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des informations, on appelle ça les données secondaires. D'accord? Il faut toujours avoir des données secondaires
d'une fiabilité plus ou moins là, et à partir de là, démarrer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Malheureusement. Si je peux rajouter une information sur ce que a dit M. Maros, je ne suis pas vraiment expert. Je sais que moi, dans mon domaine, il y a des articles, il y a des scientifiques qui ont une très grande expérience et ils font dans le cas par exemple de l'alimentation. Vous avez des articles où on vous donne pour chaque paramètre que vous voulez étudier l'écart moyen qu'on a l'habitude de trouver sur ce paramètre. Exemple, on va vous dire, vous voulez étudier la croissance chez par exemple, les volailles, ou bien les lapins, on vous dit que l'écart type dans le cas de la croissance, il varie souvent, on va dire, entre 10 et 25. Par contre, si vous prenez la consommation, on va vous dire qu'il varie entre 25 et 65. Et plus l'écart type, on a l'habitude, l'écart type moyen qu'on trouve sur un paramètre est important, plus la taille de l'échantillon doit être importante. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que M. Maros a parlé plusieurs fois, bien d'expert. Dans votre domaine, vous allez me dire, je n'ai pas trouvé d'article par rapport à ça. Là, je pense que ce que vient de faire M. Attali par rapport à la méta-analyse, c'est aussi une méthode indirecte d'avoir une idée, parce que la méta-analyse, en fait, vous rassembler des articles sur une thématique. Donc, le fameux écart-type que vous allez obtenir, il peut servir aussi de référence. Un autre paramètre aussi, qui ma petite expérience dans le domaine, c'est que vous êtes obligé aussi de tenir compte, et je pense que vous avez oublié, des risques d'erreur sur lesquels vous travaillez. Si vous voulez avoir des résultats à 5%, non, vous voulez avoir des résultats à 1%, c'est automatiquement, des fois, l'échantillon, il double dans les triple. D'accord? Mais vous allez me dire, l'idéal prendre quel taux? Eh bien, je vais vous dire, dans le domaine du vivant, il est connu que 5% c'est suffisant. Ça ne veut pas dire que si vous avez la possibilité, il est important d'aller plus loin. Si vous faites des essais, par exemple dans le cas des pesticides, dans le cas, je veux dire, des essais en médecine, c'est très fin. On va vous dire que c'est vrai, c'est un matériel vivant, 5%, mais on va toujours plus loin. Monsieur Admi, Oui, la statistique est déterminée du nombre des individus participants, surtout au niveau de médecine. Parce que les comités d'éthique ils sont stricts concernant le nombre des individus qu'on utilise dans notre expérimentation. Donc, préalablement, on détermine le nombre des individus à introduire dans notre expérimentation. Donc, il faut justifier le comité d'éthique, pas les tests statistiques. Les tests statistiques, ce qu'on appelle l'effect size. Quand on a l'effect size de notre expérimentation, on va déterminer le nombre des individus. Donc, il y a des tests statistiques. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Malheureusement, on n'a pas assisté à la conférence de M. Maros, mais je veux rebondir sur la question de l'échantillonnage et à chaque fois. Néanmoins, vous savez, il y a un domaine qui est en train de se développer actuellement. C'est une machine learning. Voilà. Machine learning qui se développe dans tous les domaines, notamment dans notre domaine. C'est quoi la machine learning? C'est tout simplement qu'on va apprendre à la machine en donnant des échantillons. À la base de ces échantillons, elle va apprendre des choses, par exemple à détecter quelque chose. On va donner des échantillons pour la détecter. À chaque fois qu'on donne d'autres paramètres, elle va détecter ces personnes à la base de ces échantillons. Le problème dans la machine learning actuellement, c'est si on donne peu d'échantillons, donc la machine ne va pas apprendre beaucoup, donc il y aura des problèmes de détection. Mais si
l'échantillonnage, donc la machine devient verte. Hein? Donc, il ne faut pas apprendre beaucoup à la machine pour qu'il détecte mieux. Donc, le principe avec la ZDK comme ça ne marche pas dans la machine. Donc, c'est l'échantillonnage est un vrai problème actuellement qu'il faut résoudre. C'est pas. Il y a d'autres méthodes pour atteindre. Un échantillonnage, je pense que ça doit être un domaine à part dans les statistiques actuelles. Ma deuxième question, c'est par rapport sur les insecticides et les pesticides. Quels sont les facteurs? Est-ce que vous avez fait une étude localisée ou bien la répartition? Par exemple, quelle est la relation du climat, facteur climatique, un gradient climatique par rapport au dosage des insecticides? Une relation spatiale, parce que je m'intéresse à l'espace. Donc, l'intervention du travail que je fais, c'est par rapport aux résidus, c'est-à-dire le risque, par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire à l'échantillonnage des références. Est-ce que vous avez la prévenance? La seule prévenance que j'ai eue, c'est est-ce que le marchandisé d'origine locale, c'est-à-dire l'Algérie, ou bien importé. Mais les marchés que j'ai échantillonnés, c'est au niveau d'Alger, Lila et de Montpellier. C'est-à-dire pour voir le consommateur des trois wilayas, quel risque de santé il va y avoir à long terme et à court terme. J'ai pas, la l'étude n'a pas sélectionné. C'est clair. Ce que je veux comprendre, est-ce que c'est le même produit, si ce sont produits, par exemple, dans une proportion, est-ce qu'il y a peut-être l'effet sur la dégradation de résidus, l'élimination de résidus par rapport à facteur climatique, c'est ça? Par exemple, nous avons la plaine de Cerceau qui produisent énormément des produits que vous avez cités. Hein? Si on compare entre la plaine de la Météja et la plaine de Cerceau, est-ce qu'on aura une différence, un écart? C'est bien, c'est la même chose. En matière de c'est-à-dire l'effet des conditions climatiques, c'est-à-dire sur le produit, c'est-à-dire il arrive, c'est clair. C'est-à-dire si quand on dirait avant les quantités de la réduire automatiquement, pour tout ce qui est pesticides peu liposolubles, il y a forte possibilité qu'il sera éliminé par l'eau de pluie. Ça c'est clair. D'accord. Par contre, pour bien sûr, ça dépend de la nature chimique des produits pesticides. Les pesticides, par exemple, les ils sont trop adhérés là-bas, donc ils sont difficilement lavés par même le lavage des dents avant de consommer le fruit. Mais comme ça fait pas, c'est pas suffisant pour éliminer tous les pesticides. Mais j'ai posé cette question parce que cette année, on a eu un vrai problème dans le Bolivie. Il est cultivé dans la plaine de Cerceau, une grande surface. Mais cette fois, il y avait une infestation très importante, je ne sais pas de quel type, de la parole. Donc il a pas
un débat très intéressant, mais c'est sûr que c'est l'objet aussi de ce genre de séminaire, mais il y a des communicants, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, poser des questions par rapport à ça, par rapport aux communications. Bien sûr que le débat peut continuer, donc au contraire, il est encouragé. Alors, il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Pour toujours, dans le cadre de l'enseignement pesticides, je suis autant en sixième année de l'université de Béjaïa. Donc, je travaille actuellement sur les pesticides aussi, mais l'effet des pesticides sur la faune du sol. Donc, on a eu vraiment des résultats qui nous font vraiment peur par rapport à, par exemple, on a fait des tests aigus, on a eu des mortalités presque dès la première semaine. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez fait des enquêtes au niveau des agriculteurs par rapport à l'utilisation des pesticides? Est-ce que l'agriculteur a respecté la dose prescrite sur l'emballage? Dans le cadre de mon étude, non, mais j'ai consulté des études. J'étais auparavant à l'INPB, donc on fait des petites expériences. Les délais avant récolte chez les agriculteurs ne sont pas respectés. Même le dosage, il faut un double dosage pour avoir un rendement pour eux, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que j'ai insisté, parce que le traitement de l'eau pour ne prendre pas l'utilisation. L'eau de l'époque, le délai avant récolte, l'étiquette, le produit de l'index sanitaire, c'est-à-dire elle est trop par rapport, par exemple, le même produit, c'est-à-dire le même produit, l'étranger, la même chose avant récolte, et ça c'est une grande anomalie. Même chez les voisins, la Tunisie et le Maroc, un délai avant récolte plus grand. Alors que c'est le même produit, le même fabricant, sur la même culture. Les mesures collectives au niveau de l'homologation, mais déjà pour l'utilisation. Moi, je crois que c'est un problème de sensibilisation. Il faut sensibiliser les élèves, il faut faire des sorties sur le terrain et parler avec eux parce qu'ils sont inconscients du danger. Ils sont vraiment inconscients. C'est un peu attention au terme que vous utilisez. Bon, il y a des feuillards qui sont vraiment conscients. Parce que lorsque les feuillards sont inconscients, les feuillards n'ont des enfants de feuillards. Alors, moi je pense, c'est pas très intéressant. Moi je vous dirais, j'ai l'habitude d'utiliser l'expression avec les étudiants, c'est comme si vous faites un match de football sans arbitre. Imaginez, on appelle ça en musique un cafouillage. L'arbitre ici, c'est l'État. Vous pouvez pas faire normalement ce que vous voulez. D'accord? Il y a des textes, il y a une réglementation qu'il faut normalement respecter. Est-ce qu'elle est respectée? Bon, c'est le cas qui parce que moi, je dirais que l'agriculteur respecte toujours la dose prescrite, mais toujours elle cause des dégâts. Quand lors de c'est vraiment très dangereux. Très toxique. Déjà, il y a un problème de communication. Ça veut dire même si vous êtes correct, vous respectez, franchement. Malheureusement. Je pense, la campagne de sensibilisation, elle est importante dans cette cause. Pourquoi? Parce qu'actuellement, j'ai eu l'occasion d'assister dans les journées de soutenance de thèse à Jujube des désastres qui ont travaillé sur l'impact justement de tous ces pesticides sur la santé du village lui-même. Donc il y a eu des tumeurs qui ont été. Voilà. Donc je pense qu'il y a l'apport du scientifique ici parce qu'on dit actuellement qu'à l'université, il y a l'absence du pont entre l'université et le monde extérieur. C'est même fou que nous, en tant que scientifiques, de se rapprocher de ces classes, c'est pas pour se distribuer, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais la sensibilisation elle est importante, elle s'impose. Du moment qu'elle touche la personne qui est en contact direct avec son produit et elle provoque des tumeurs qui sont graves, qui sont mortelles même. Donc il y a plusieurs cas qui ont été, c'est vrai, niés par le ministère de la Santé, il n'y a pas un bilan exact qui a été dévoilé, mais chose qu'on voit sur le terrain, il y a vraiment des dégâts. Donc là, je pense qu'il est de notre responsabilité de mettre en place un dispositif commun entre tous les scientifiques qui travaillent sur les pesticides, d'y aller au terrain et de sensibiliser afin de faire vraiment un point réel entre tout ce qui se passe comme preuves scientifiques et qui ont donné des preuves réelles
et d'y aller vers cette personne prévère qui ne comprend pas avec ce danger qui provoque des dégâts, des catastrophes qu'on voit actuellement. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Je suis tout à fait d'accord. L'idée est bonne, mais il y a malheureusement que je l'avais. Malheureusement, les universitaires ne pourront pas tout faire. Parce que chacun dans son domaine, je vais vous dire, moi dans mon domaine, il y a des choses extraordinaires qu'on devrait faire sur le terrain. Mais nous sommes tous, que des enseignants. D'accord? Vous allez dire comment faire ça sur le terrain. Peut-être qu'à travers des associations. Oui. Il y a donc à travers le monde des associations de protection, etc. Mais moi, ce qui me peine, je suis comme vous, il y a des institutions. Par exemple, dans le domaine de secteur de l'agriculture, vous avez l'Office national de vulgarisation agricole. L'NVA. Bon, qu'est-ce qu'on connaît de l'NVA? أيها الفلاح أصبح publicitaire à la télévision, on ne peut pas dire à la zéro, voilà. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, des réseaux sociaux, etc., moi j'aimerais bien voir les LPV sur les réseaux sociaux. Comment le dire? Normalement, les NPV, qu'est-ce qui est bon? C'est vrai qu'ils font un travail, mais les NPV, le rôle justement, c'est ça. Bon, nous, les enseignants, on peut sensibiliser nos étudiants déjà. C'est très important parce que si vous sensibilisez un étudiant, il a une famille, il a peut-être des cousins, et là, s'il discute de ça à la maison, ça peut aider. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est vrai que ça nous touche parce que peut-être qu'on est plus conscient au sens scientifique parce qu'on voit les dégâts de la mécanique de scientifique, mais surtout, ce qui est peinant, c'est qu'on sait, on est convaincu qu'il est très possible de changer ça et des fois avec des petits comportements. Mais je suis désolé, c'est mon avis, je l'assure, l'État doit intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec votre vision, c'est-à-dire si maintenant on reste dans le cadre d'optimisme scientifique, je vais vous dire à mon échelle, par exemple, je travaille sur le barreau de la Somme, il y a la population qui est sur la rive. Au niveau de Siège, comme je suis de la région, j'ai essayé de mener une campagne de sensibilisation à travers des associations qui travaillent dans le... Et bien, je vous assure que ça a donné des résultats au bout de 5 ans. Pourquoi? On était proche de la population, on leur a montré donc qu'est-ce qui se passe réellement dans l'organisme, même avec un langage très simple. En utilisant même la langue kabyle pour leur dire pourquoi vous êtes en train de consommer du poison. Parce que le babou pour eux, c'est un marché noir qui se fait au niveau de la région, mais à travers une preuve scientifique, on a pu sensibiliser la population. C'est-à-dire si chacun dans sa place, dans son domaine, et c'est très bien sûr vous êtes expert dans votre domaine, je suis expert dans mon domaine, si chacun de nous aura ce premier pas à faire au niveau de la population, de sensibiliser ces associations, nous étudions notre entourage, je pense que l'État va y aller dans ce sens. C'est-à-dire nous sommes obligés de mener déjà le premier pas. Et voilà, donc vous avez votre propre vision que je respecte tout à fait, mais là c'est une expérience professionnelle que j'ai voulu partager avec l'université de Biran, mais ça donne vraiment des résultats, sincèrement. Merci. Je vous dirais juste deux mots. Merci madame. Ce que vous voulez dire, c'est tout à fait correct, mais il s'agit des consommateurs. Oui. Mais quand ça concerne le FLAC, c'est un arbre racine. Il ne fait jamais les choses pour bien. Sachez que s'il fait 3 fois, 4 fois la dose, c'est parce que c'est de cette manière l'immersage qui va pas faire. D'accord? Le FLAC, ils sont conscients, ils savent que c'est dangereux, mais c'est le cas maintenant. Si la sensibilisation, oui, c'est bien de sensibiliser le FLAC, mais aussi il faut sensibiliser les autorités. Le FLAC, si vous venez vers lui et vous lui proposez des alternatives, et je vous assure qu'il va réfléchir par 1 plus 2, il va voir qu'il va gagner, il va arrêter d'utiliser les pesticides. L'AMIFAT, quand il y avait beaucoup de produits d'Achefeur, il y avait beaucoup dans la région de Délice, etc. Ce que j'ai vu, des exploitants qui avaient leur citerne pulvérisateur, eh bien, il y a toujours pareil, dès que ça pleut, bon, ça disparaît, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un passage.
Et comme ça, pour ne pas perdre sa récolte. C'est un calcul purement économique. Vous lui dites non, vous savez que c'est maladie, etc. Mais quelle est la thématique? Je veux juste rajouter une histoire qui est arrivée. Vous connaissez comment ça s'appelle, la cimenterie de Miftah. La cimenterie de Miftah, on a fait une enquête sur les maladies dues donc à la poussière de ciment. On a trouvé que c'est des gens qui sont aux alentours qui avaient beaucoup de tasses. Mais quand on a montré les résultats aux gens, on a fait un focus group, voilà, les maladies, etc. Personne n'a réagi. Ils ne veulent pas réagir. Vous savez pourquoi? Parce que 100% c'est des gens qui travaillent dans l'usine. Ils préfèrent garder le salaire et supporter la maladie. Ça, c'est le terme, c'est la réalité. C'est le manque de conscience. C'est le manque de conscience, parce que le dernier, ils ne sont pas aux différents de sa santé, je pense que Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Ah oui, donc Je suis en train de discuter, on est au niveau scientifique, on parle de tout ce qui se passe au niveau pesticide. J'ai eu l'occasion avant d'entrer dans l'enseignement, j'ai eu des années, 28 années de travail au niveau de la riche, 28 années sur terrain, pas d'enseignement, je faisais un travail au niveau de l'agriculture. Donc le problème qui se pose, ce sont deux mondes parallèles. La recherche scientifique, c'est notre petit domaine, et tout ce qui est terrain, c'est un autre domaine, et il n'y a pas de pont. C'est une histoire qui dure depuis la nuit des temps. Par exemple, on parle du formol. Tout ce qui est formol, les formaldéhydes, etc., on sait que c'est cancérigène. En Europe, en France, ils vont arrêter. Mais l'Algérie importe à outrance. Et tout le monde l'utilise. Tout le monde sait que c'est cancérigène. Les ouvriers travaillent l'utilisent. Et tout le monde est conscient. Les chiens ne sont pas conscients. Tout le monde est conscient que ça, le travail se fait de manière automatique. Si on ne leur donne pas une solution, et il faut trouver le pont. Et le pont, il y a un problème. On leur trouve la solution, il faut qu'il y ait le pont, par exemple, par des rencontres, comme le CIPSA, etc. Et il faudrait faire qu'il y ait, je rentre dedans, je m'excuse, c'est-à-dire qu'il faut forcer les gens à ne pas trop utiliser comme ça, les pesticides, et aussi voir avec le ministère, avec ces histoires d'ANR, etc. Normalement, l'homologation, il ne faut pas qu'il adonne des produits comme ça, parce que tout le monde sait qu'ils les utilisent à travers et à quantité importante. Ça, il faudrait qu'il y ait le pont. Sinon, on va y voir dans leur petit domaine, il y a un côté scientifique dans notre domaine, et il n'y a pas de message qui passe. Donc, c'est comme si on travaille comme ça, sans but. C'est grave. Donc, on m'a fait signe des organisateurs, parce qu'on est par le temps. Donc, on vous invite maintenant à une petite pause café et on reprend le café. Merci beaucoup. Bien sûr, il va continuer.